Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette interview en ligne dédiée à la métrologie dans l'industrie automobile. Cet événement est organisé par Métrologie pour tous, une plateforme en ligne qui a pour but de promouvoir la métrologie. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir François de Benfeld, expert reconnu en mesures et essais, qui possède un parcours particulièrement riche dans l'industrie automobile. François, merci d'avoir accepté cette invitation. Nous sommes heureux de vous accueillir et impatients de bénéficier de votre expérience et de votre regard sur ce sujet. Avant de commencer, un petit rappel. Vous pouvez poser vos questions dans le chat à tout moment. Nous consacrerons les 20 dernières minutes à une session de questions-réponses et nous en sélectionnons quelques-unes pour notre invité. Pour entrer dans le vif du sujet, commençons par mieux vous connaître. François, pourriez-vous vous présenter et nous expliquer ce qui vous a conduit à vous spécialiser dans la métrologie? Oui, donc François de Benfeld, donc moi j'ai fait l'essentiel de ma carrière au départ c'était Automobile Peugeot dans l'Est de la France, après c'est devenu PSA et Stellantis au sein du groupe, où j'ai fait pas mal de choses. Bon, j'ai commencé surtout à faire des statistiques où je me suis occupé, ce qui m'a servi pour la mesure après d'ailleurs, je me suis occupé d'enquête qualité, entre autres, de retour garantie, choses comme ça. Et ensuite, je suis parti, on m'a proposé, en fait, bon, le fait que j'ai rejoint la métrologie, c'était surtout une opportunité parce que au cours dont j'ai commencé à Sochaux, après on m'a proposé de reprendre un gros labo d'essai dans la région parisienne, sur le site de Poissy, un gros labo d'essai qui traitait vraiment tous les domaines de mesure, hein, que ce soit sur les matériaux, bruit, vibration, acoustique, mécanique, enfin, un peu dans tous les domaines techniques. Ce qui m'a permis d'apprendre pas mal dans le domaine de la mesure, bien sûr. Et puis après, donc au sein du groupe, alors je me suis également occupé de qualité, j'étais responsable de qualité, entre autres, mais dans le domaine de la mesure. Ensuite, j'ai été nommé maître expert de la filière d'expertise dans la métrologie, puisque Stellantis possède toujours une filière d'expertise dans le domaine de la métrologie. Donc, il y avait un certain nombre de domaines techniques qu'on considérait comme importants pour le groupe et pour lequel il y avait une filière d'expertise. Et moi, j'avais en charge cette filière. Et donc, quelque part, de piloter la fonction métrologie pour l'ensemble du groupe au niveau mondial, pour Stellantis. Donc, pour répondre au fait pourquoi... alors, si je finis ma carrière quand même, donc j'ai quitté Stellantis à peu près il y a 2 ans, ou 3, le temps passe vite, pour créer ma propre structure, pour diverses raisons, mais pour créer ma propre structure mesuriale, qui réalise essentiellement des prestations de formation, audit ou conseil, expertise dans le domaine de la métrologie. Et pour répondre à la question, qu'est-ce qui m'a conduit à me spécialiser dans la métrologie? En fait, je vous ai dit, c'était surtout une opportunité. Donc, j'ai pris en charge. Alors, j'avais déjà connu avant, j'avais déjà touché au domaine de la mesure quand j'étais étudiant, puisque, bon, quand on est étudiant, vous savez, on fait beaucoup de. J'avais fait un DUT à l'époque, enfin un but maintenant, après une école d'ingénieur, mais on faisait beaucoup de manip, de prestations, de travaux pratiques, de manip, d'essais divers et variés. Et en plus, on avait la possibilité, pour ceux qui étaient volontaires, de faire des prestations de mesure pour les entreprises locales. En fait. Donc, en fait, l'université ou l'école d'IUT travaillait pour les entreprises locales pour faire un certain nombre de prestations, alors qui permettaient à l'IUT d'avoir un peu d'argent, entre guillemets, parce que nous, on n'était pas payés. Mais pour ceux qui étaient volontaires, on pouvait le faire. Et donc, j'ai fait pas mal de mesures sur les machines 3D de l'époque. Je ne vais pas parler comme un vieux, mais c'était dans les années 82, 3, 4. Donc, les machines à mesurer tridimensionnelles commençaient seulement vraiment à se déployer. Et on n'avait pas d'outils de logiciel de mesure comme on peut avoir maintenant. Il fallait programmer, si on voulait mesurer un cercle, il fallait programmer tous les points du cercle. En fait, c'était un peu plus compliqué. Donc, j'avais commencé déjà à toucher à la mesure à ce moment-là. Et donc, on m'a proposé de reprendre ce fameux labo d'essai en région parisienne qui m'a permis de balayer un certain nombre de domaines techniques dans le domaine de la mesure et que j'ai trouvé particulièrement intéressant. Et c'est pour ça que j'ai poursuivi dans cette voie. Mais bon, j'allais dire, je suis tombé dans la marmite un peu par hasard. D'accord. Donc, y a-t-il des moments marquants ou des projets qui ont particulièrement influencé votre parcours?
des moments marquants. En fait, ce qui était le plus, ce qui a permis un peu peut-être d'ouvrir un peu plus les yeux sur tout ce qui est dispersion de mesures, incertitude, etc. C'était quand j'étais donc dans ce laboratoire. À un moment, j'étais responsable des laboratoires d'émissions de polluants. Donc tous les labos qui mesurent les émissions de polluants des véhicules en termes de conformité de production. Donc j'ai été confronté à la fois au problème de mesure. Bon, c'est des installations assez conséquentes et qui font appel à un maximum de paramètres possibles qui peuvent comment dire, influer sur la mesure, donc avec des dispersions importantes, avec toujours des difficultés à vraiment avoir des valeurs lesquelles on peut s'appuyer de façon le plus fiable possible. Et à côté de ça, confronté à la conformité. Parce qu'on faisait ces mesures-là pour déclarer la conformité de production et pour être sûr que les véhicules répondaient bien aux normes. Et donc confronter les processus de mesure très complexes et en face avec des autorités. Alors, en France, mais il y avait déjà certains pays nordiques là, qui reprenaient des voitures. Et ça m'a marqué, ça m'est resté un petit peu. C'est-à-dire qu'ils reprélevaient des voitures qu'on avait déjà mesurées. Ils les mesuraient, bien sûr, on ne trouvait pas la même chose. Ça aurait été le plus grand des hasards qu'on trouve les mêmes valeurs. Et bien sûr, c'était des discussions à n'en plus finir sur le fait que voilà, on a des résultats différents et sans jamais parler d'incertitude de mesure ou d'erreur de mesure en fait. Et donc, pour le coup, on perdait quand même beaucoup de temps à essayer d'expliquer les choses sans forcément aller jusqu'au bout des démarches de maîtrise des processus de mesure dans ce cas-là. Donc ça a été quelque chose d'assez marquant, je pense. Et puis les accréditations COFRAC, parce que j'ai mené aussi des accréditations COFRAC. Pour la première, c'est toujours un peu de travail qui marque aussi. Bon, après, ça devient plus classique, on va dire, mais voilà ce que je pourrais dire sur mon expérience. D'accord, merci. Parlons maintenant du cœur du sujet. Pour bien poser les bases, comment définirez-vous la métrologie industrielle et quelle sera sa place dans le secteur automobile? En fait, moi, métrologie ou métrologie industrielle, quelque part, c'est un peu pareil, mais métrologie industrielle, il n'y a qu'une seule finalité, j'allais dire, c'est de garantir le besoin fonctionnel. Donc, on fabrique des produits. En l'occurrence, si on parle d'automobile, on fabrique des voitures. Et donc, derrière, il faut que fonctionnellement, tout fonctionne. Et donc, la métrologie, donc elle intervient, bien sûr, pour mesurer dès la conception et jusqu'à la conformité de production pour garantir ses besoins fonctionnels. En fait, la métrologie industrielle, il n'y aurait qu'un rôle, ce serait bien celui-là. Et du coup, bon, après, il est nécessaire, bien sûr, d'adapter les processus de mesure aux juste nécessaires. Parce que, bon, dans l'industrie automobile, mais ce n'est pas spécifique à l'industrie automobile, on a des contraintes, bien sûr, économiques, compte tenu des concurrences qui peuvent s'exercer sur les différents marchés. Et donc, il faut forcément qu'on adapte les règles au juste nécessaire pour mesurer, bien sûr, correctement, mais sans ni plus ni moins, si j'ose dire. Et donc, l'idée derrière, c'est bien sûr d'avoir confiance dans tous les résultats pour prendre les bonnes décisions. Derrière, si on fait de la mesure, c'est qu'on a des décisions à prendre, sinon ça ne sert à rien. Et donc, à partir du moment où on fait des mesures, il faut prendre des décisions et il faut être sûr qu'on prend les bonnes décisions ou au moins connaître le risque qui est associé aux décisions qu'on va prendre. Donc, pour le coup, c'est bien maîtriser les processus de fabrication, de développement pour réaliser des produits conformes, de détecter bien sûr s'il y a des anomalies et de réagir au plus tôt, sans attendre. L'actualité nous montre toujours des campagnes de rappel, d'ailleurs dans le domaine automobile. Donc, si on mesure correctement, qu'on est informé, qu'on surveille correctement, qu'on est informé suffisamment tôt, ben ça évite ce genre, ça doit éviter ce genre de problème. Bon, après, on est dans un monde imparfait. Il y a toujours des risques qui existent, qui peuvent passer à travers. Donc, dans l'industrie automobile, on mesure, j'allais dire tout ce qui existe ou pas loin. On a énormément de domaines de mesure différents. Ça va de la métrologie sensorielle, alors, des odeurs, par exemple, des couleurs. Alors, des couleurs, on a quelques équipements de mesure, mais
on a des domaines, des dégradations de teintes, par exemple, qui sont basées sur des échelles de gris, donc des aspects qualitatifs, et puis toutes les grandeurs quantitatives qu'on peut imaginer, hein, des grandeurs de base en mécanique, en passant par tout ce qui est lié aux matériaux, lié aux vibrations, lié aux émissions de polluants, tels que le reste, donc analyse de gaz. Donc on a un panel de mesures qui est très très large, hein, et qui concerne vraiment pratiquement tous les domaines. Hein. Il y a que les équipements peut-être de biologie ou d'analyse médicale qu'on n'a pas, hein, mais sinon on a un très très large panel de mesures. Et encore une fois, l'objet c'est bien de garantir les besoins fonctionnels et de garantir la conformité, ceci tous les jours. D'accord. Selon vous, quels sont aujourd'hui les enjeux de la métrologie pour les constructeurs et les équipementiers automobiles? Oui, donc c'est un peu ce que je viens de dire. Hein. Pour moi, bon, la première, garantir la conformité et prendre les bonnes décisions. Hein, encore une fois, ça tous les jours. Hein, c'est pas si on fabrique 1000 voitures par jour sur un site de production ou si on fait des milliers de moteurs tous les jours, il faut garantir que tous les moteurs soient bien dans leurs spécifications, soient bien conformes à ce qu'on avait défini. Et donc, il faut prendre des bonnes décisions. Et ça permet d'avoir, bien sûr, de garantir la confiance, d'une part avec les échanges avec les clients, bien entendu, mais aussi avec nos fournisseurs, hein, puisque nos fournisseurs nous livrent aussi un certain nombre d'éléments qu'ils mesurent, qui doivent garantir de la même façon. Donc, il faut qu'on ait vraiment un climat de confiance entre le constructeur et les équipementiers, par exemple. Et donc, c'est aussi un des enjeux de la mesure. L'autre enjeu, bien sûr, c'est un peu ce que j'évoquais, c'est maîtriser les risques. Hein, donc, il y a toujours des risques, hein, quoi qu'on fasse. Donc, on peut les réduire au maximum. On peut avoir des plans de levée de risque. On peut avoir un certain nombre de choses qui limitent les risques. Mais bon, ils sont toujours là et donc il faut toujours être vigilant et faire attention quand on déploie des processus de mesure, qu'on applique des processus de mesure, de bien prendre en compte hein, toutes les composantes qui vont agir sur ce processus-là. Donc, maîtriser les risques et puis derrière optimiser hein, en fonction justement de ces risques qu'on sait évaluer. On peut après s'engager dans des démarches d'optimisation et de réduction des coûts. Et puis, dernier enjeu, hein, c'est démontrer la conformité aux exigences, alors qu'elles soient internes, mais bien sûr, pour le domaine automobile, un domaine très réglementé. Vous avez beaucoup de directives, beaucoup de règlements hein, que doivent respecter les voitures. Alors, en Europe, mais chaque pays ou chaque continent bon, on a une chance en Europe, c'est que c'est harmonisé, à peu près. Après, chaque continent peut avoir ses propres réglementations et on doit s'assurer, hein, là aussi, que tous les produits qu'on fabrique soient bien conformes à ces réglementations. En fait, la mesure, il faut maîtriser, il faut donner confiance, il faut garantir la conformité, et c'est un moyen d'atteindre ses ambitions qualité, les objectifs qualité. La métrologie, la mesure, elle n'est pas toute seule à permettre d'atteindre ces objectifs, mais c'est un des éléments nécessaires. Pas suffisant, mais nécessaire. D'accord, merci. Donc, cette notion d'enjeu est très liée à l'aspect réglementaire. Parlons donc de la partie normative. Pour nos auditeurs moins familiers, qu'est-ce que la norme IATF 16949 et quel est son lien avec la métrologie? Bon, en fait, j'allais dire pas beaucoup, mais en fait, l'IATF 16949, hein, c'est l'ISO 9001 sectoriel pour le domaine automobile. Donc, c'est l'ISO 9001 appliquée à l'automobile. Comme vous avez la 13485 pour le domaine médical ou pharmaceutique, vous avez la 14001 pour l'environnement, l'IATF, en fait, c'est l'ISO 9001 appliquée à l'automobile. Alors, elle n'est pas spécifique à la mesure, hein, mais un peu plus que l'ISO 9001. Alors, vous allez me dire, c'est pas compliqué, parce que l'ISO 9001, maintenant, c'est assez diffus dans la norme, mais ça existe un peu. Par contre, dans l'IATF, c'est un peu plus précis sur le domaine de la mesure, parce que vous avez un chapitre spécifique, qui est le 7.1.5, je crois, qui traite des ressources pour la surveillance et la mesure. Et là-dedans, on va vous demander des informations sur l'analyse du système de mesure, sur la traçabilité, hein, bien sûr. Et vous avez des exigences relatives pour les laboratoires internes ou les laboratoires externes. Donc, on liste quelques points. Alors, il n'y a rien d'innovant, si j'ose dire. Hein. Donc, on demande aux laboratoires internes d'avoir une organisation pour maîtriser ces mesures. De même pour les laboratoires externes. Et il est fait référence, sans que ce soit une obligation,
à la 17025, en disant que la 17025 permet de répondre aux exigences. Donc, c'est un peu plus, on va dire, précis, hein, au sens, pas au sens métrologique, hein, mais au sens littéral. Hein, donc, il y a un peu plus d'exigences sur le domaine de la mesure qu'il n'y a pas forcément dans les A9000. Mais ça reste, voilà, ça reste quand même assez large. Hein, c'est pas, il y a un chapitre quand même, ça mérite d'avoir un chapitre qui traite de la mesure. D'accord. Donc, en parlant d'exigences, comment ça serait de la traçabilité métrologique exigée par cette norme IATF 16949? Bah, elle a rien de, en fait, elle n'a rien de spécifique, on va dire. Hein. Vous avez le chapitre sur la traçabilité dans le 715, ça va être l'alinéa 2, je crois, où renvoie vers l'ISO 9001. Donc, il n'y a rien de très spécifique. Et on liste simplement les enregistrements, hein, qu'on doit garantir ou conserver concernant la traçabilité. Donc, on retrouve tout, là aussi, c'est du classique. Vous allez retrouver tout ce qui est modification technique qui impacte la mesure. Vous allez retrouver tout ce qui est, bon, les valeurs en dehors des spécifications et études d'impact si ça arrive, l'évaluation des risques. Donc, ça aussi, c'est du classique. On parle de gestion des équipements, plage d'étalonnage défectueux, notification au client en cas de non-conformité. Et ça traite également de la partie logicielle, hein, puisque on demande aussi dans cette norme-là, mais encore une fois, c'est du classique, hein, de gérer les versions de logiciels et d'enregistrer tout ce qui est étalonnage, vérification via les CE, CV ou les rapports de maintenance, par exemple. Donc, dedans, on reprend des choses. Alors, encore une fois, ça a le mérite d'être dans la norme, hein, parce que ce n'est pas forcément le cas dans toutes les normes de système de management de la qualité, mais on retrouve des classiques en termes de traçabilité que vous pouvez trouver dans d'autres normes, comme la 10012 ou la 17025. D'accord. En parlant de la 10012, qu'est-ce que la fonction métrologie et quel est le rôle du métrologue dans l'industrie automobile? Alors, donc dans la 2012, oui, on définit la fonction métrologie comme étant la fonction qui est la responsabilité administrative et technique de mise en œuvre du système de management de la mesure. Donc en fait, le pilotage un peu, je vais dire, de la fonction mesure dans l'entreprise. Alors après, le rôle du métrologue par rapport à ça dans l'industrie automobile, il est très large et varié. Hein. Je vous ai dit, on mesure beaucoup de choses. L'avantage d'un grand groupe automobile, c'est qu'on peut faire beaucoup de métiers différents, en fait, hein, y compris dans le domaine de la mesure. Donc, ça peut aller du pilotage des ECME, enfin des équipements de mesure et de contrôle, jusqu'aux audits internes ou externes d'un point de vue métrologique. Hein, donc, côté chez Stellantis, on a un référentiel spécifique d'audit, alors basé sur la 17025, mais un peu plus light, on va dire, parce qu'on n'a pas forcément besoin de la 17025. Et donc, on réalise des audits. Ça peut être réaliser des mesures opérationnelles, alors que ce soit en géométrie, en essai, en recherche, en innovation, en gestion de données aussi. Hein, donc, on peut faire beaucoup de choses en termes de mesures opérationnelles dans ces différents domaines. On peut aussi travailler dans la simulation numérique, par exemple. Hein. C'est-à-dire que, bon, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais donc, avec les jumeaux numériques ou ce type de notions, mais en simulation numérique, on a forcément besoin de mesures physiques pour valider les modèles numériques. Et donc, vous pouvez très bien travailler tout en étant métrologue, hein, sur ce type de domaine, ce type de compétences pour améliorer les simulations numériques et les modèles numériques. Et après, bon, vous pouvez évoluer dans les fonctions en étant responsable de labo, d'essai, responsable de métrologie, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Alors, c'est l'intérêt d'un grand groupe. Après, il y a d'autres inconvénients, mais l'intérêt d'un grand groupe, c'est que vous pouvez faire beaucoup de choses différentes tout en restant dans le même cœur de métier, quelque part, qui est la mesure. D'accord. Merci. Et pour ceux qui nous écoutent et qui envisagent cette voie, quels sont les prérequis nécessaires pour travailler en tant que métrologue dans le secteur automobile? Faut être motivé.
motivé. Alors, c'est une industrie passionnante, mais exigeante aussi. Hein. Donc, c'est important. Alors, moi, je pense qu'il y a trois points importants, à mon avis. Donc, alors, les compétences techniques, forcément, c'est indispensable. Hein, il faut avoir, si on veut travailler en termes dans la mesure de la métrologie, bien sûr, il faut connaître les bases de la métrologie. Hein, tout ce qui concerne l'activité générique liée à la métrologie, hein, quelque part. Donc, il faut bien connaître ces bases-là. Après, en fonction du domaine dans lequel vous voulez travailler techniquement, il faut avoir aussi des compétences techniques. Si vous voulez faire de la mesure tridimensionnelle, par exemple, il faut avoir des compétences dans ce domaine-là, dans le domaine du tolérancement, hein, éventuellement associé à cette métrologie dimensionnelle avec toutes les normes GPS, ISO 11101, 2015, etc. Si vous voulez travailler dans la mécanique, le matériau, il faut avoir des compétences dans le domaine concerné. Et il faut aussi, je pense, avoir des notions de fabrication et de process industriels. Puisque c'est important que le métrologue sache et comprenne comment les pièces sont fabriquées. Pour comprendre quel type de défaut possible, qu'est-ce qu'on peut rechercher et optimiser les contrôles. D'ailleurs, dans le domaine dimensionnel, on avait toujours un référentiel produit, conception, et un référentiel process. Et les contrôles n'étaient pas les mêmes, hein, parce que effectivement, le process peut engendrer certains défauts qu'il faut connaître, il faut savoir comment c'est fabriqué. Donc ça, ces compétences techniques, je pense que c'est important. Après, bien sûr, il y a les compétences dites normatives ou qualité. Hein, il faut connaître. Alors, l'IATF, bon, c'est assez générique, hein, c'est l'équivalent à l'usage féminin. Ça, j'allais dire, c'est un basique, mais bon, c'est pas forcément plus dimensionnant. Après, il faut connaître qu'est-ce qu'on attend en termes de compétences dans le domaine de la mesure. Alors, ça peut être la vitesse 0,25. Puis après, tous les référentiels un peu spécifiques à l'automobile. Alors, tout ce qui est SPC, MSP, donc maîtrise statistique des processus, hein, et des procédés, puisque bon, c'est une industrie de volume, donc on a beaucoup de suivi, hein, de statistiques, hein, des produits, donc il faut être familier avec ça. Et certaines, après, on va trouver certaines normes plus spécifiques, comme les AMDEC, par exemple, ou le MSA. MSA, c'est Measurement System Analysis, hein, pour le RR, qui sont des choses qui sont déployées. Donc, il faut compétences techniques, deux, compétences, je pense, liées aux normes. Et donc, dans les derniers points, c'est les qualités personnelles, je pense. Il faut être capable de vulgariser. Ça, c'est important, parce que là, on a beaucoup de normes techniques, on a beaucoup de choses. Par contre, le rôle du métrologue, voire de l'expert, c'est de savoir et d'être capable de l'adapter à son contexte. Donc ça, c'est très important. Après, rigueur, communication, alors écrite ou orale, hein, parce que vous êtes amené. L'avantage de ce métier, c'est aussi que vous êtes en relation avec beaucoup de directions à l'intérieur de l'entreprise, mais à l'extérieur également. Vous êtes en relation avec beaucoup de personnes, hein, que ce soit la qualité, la R&D, les fournisseurs, les bureaux d'études. Donc, il faut être à l'aise en communication, avoir une com claire et précise quelque part. Et puis, toujours garder un esprit critique, une curiosité technique. Ça, je pense que c'est important. Donc, voilà. Il faut, à mon avis, ce sont les 3 points. Compétences techniques, bon, connaître bien sûr les normes, voir les réglementations externes qui impactent l'automobile. Puis derrière, c'est beaucoup aussi de qualité personnelle, hein, par rapport à ce que je viens de dire. Entre autres, rigueur, capacité d'adaptation, esprit critique et communication. C'est mon expérience. Après, on peut discuter. Oui, effectivement. Pour mieux comprendre les responsabilités quotidiennes du métrologue, pouvez-vous nous expliquer ce qu'on entend par processus de mesure et comment il s'intègre dans la chaîne de production automobile? Mesure, c'est pareil, c'est assez classique. Là, vous avez dans la 2012, vous avez signé la définition du processus de mesure, qui est un ensemble d'opérations qui vous permettent d'avoir un résultat de mesure ou une valeur d'une quantité. Je crois que c'est formulé comme ça. Et un processus de mesure, c'est toujours régi par. Alors, on a l'habitude d'utiliser le 5e,
avec moyens, méthodes, matière, milieu, main-d'œuvre, qui sont 5 paramètres. Alors, certains vous en ajoutent d'autres, management, 6, 7. Bon, si vous en maîtrisez déjà 5, c'est pas mal. Donc, la processus de mesure, bien sûr, c'est un équipement de mesure, mais alors, ça peut être un élément prépondérant dans le processus, mais c'est souvent pas le cas. Dans des processus assez complexes, c'est pas forcément le moyen de mesure qui est le plus important. Ça peut être la formation, ça peut être l'environnement, ça peut être la méthode que vous appliquez. Donc, le processus de mesure, il est régi par l'ensemble, enfin, ce qu'on appelle les 5M, ou les schémas typiques Chicago, qui nous permettent d'identifier tout ce qui peut agir sur votre résultat de mesure en ce qui nous concerne ici. Alors, dans l'industrie automobile, je vous ai dit, des processus de mesure, on en a beaucoup. Alors, bien sûr, ce ne sont pas des étapes isolées, processus de mesure, c'est toujours des processus transversales qui sont intégrés, alors, soit en production, soit en R&D. Donc, en production, donc, on a des chaînes de production, et dedans, vous avez des processus de mesure qui sont. Alors, on verra qu'ils peuvent être inline, outline, offline. Vous avez différents. Donc, inline, c'est des mesures dans le flux. Outline, c'est des mesures à côté de la ligne de production. Et inline, c'est des mesures dans le flux de production. Donc, vous allez avoir des processus de mesure divers et variés qui sont vraiment intégrés complètement dans les étapes. La même chose en R&D. En R&D, vous avez. Donc, on parlait beaucoup, on en parle un peu moins, mais ça existe toujours, du cycle en V. C'est le cycle de développement d'un véhicule. Alors, ça peut être appliqué à d'autres choses. On a une phase de conception et une phase d'intégration. Et dans toutes ces phases-là, bien sûr, vous avez des essais. Alors, soit des essais qui sont faits en simulation numérique, comme je disais tout à l'heure, ou soit des essais physiques, des mesures physiques, qui permettent de valider les choix de conception qui ont été faits. Donc, tout ça, ce sont des processus alors, plus ou moins complexes, bien sûr. Si je fais une pièce, si je mesure simplement, alors c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais une pièce avec un pied à coulisse. En fait, le pied à coulisse, on peut faire beaucoup d'erreurs avec, mais si je mesure une pièce avec un pied à coulisse, bon, ça va être un processus relativement simple. Si je fais un essai de coupe sur un bon moteur, bon, ça va être déjà beaucoup plus compliqué. Donc, on va trouver toute une série de processus qui vont nous permettre de garantir la qualité, la sécurité, la performance et encore une fois la conformité réglementaire. D'accord. Et bien sûr, gérer ce processus n'est pas sans défi. Quelles sont les principales difficultés que les entreprises du secteur automobile rencontrent pour améliorer ou encore structurer efficacement leur fonction métrologique? Alors, je vais dire, c'est une bonne question. Alors, c'est pas du tout, je pense, spécifique à l'automobile. Mais alors, la première chose, c'est la compréhension insuffisante des exigences métrologiques et des risques associés. Clairement, bien sûr, je l'ai vécu chez Stellantis, je le vois encore aujourd'hui quand je fais soit des audits, soit même lors des formations. Aujourd'hui, c'est le management, c'est dans l'organisation de l'entreprise, mais il y a souvent, on va dire tout le temps, une compréhension insuffisante des exigences métrologiques et des risques qui sont associés. Et donc ça, forcément, ça ne va pas dans le sens de promouvoir la métrologie. Donc après, ça peut être la faute des métrologues qui ne savent peut-être pas mettre en avant vraiment la valeur ajoutée. C'est pas en réalisant correctement les états de vérification dans les temps qu'on va montrer une valeur ajoutée de la métrologie, clairement. On pourra parler un peu des états de vérification, mais c'est pas le métier de l'industrie automobile. Si on veut faire ça, on s'adresse à des prestataires qui font. Deux, on va pas mettre en avant une valeur ajoutée là-dessus, sauf si on l'avait fait chez Stellantis, en optimisant clairement les périodes d'étannage, en ayant des gains quand même significatifs sur les coûts annuels. Ça peut être une valeur ajoutée. Mais au-delà de ça, pas plus. Donc, il y a compréhension insuffisante, les contraintes économiques, bien sûr. Bien sûr, comme je vous ai dit, il y a toujours une pression. C'est pas spécifique à l'automobile, c'est pas spécifique à la métrologie. Tous les métiers dans une entreprise automobile sont soumis aux mêmes contraintes économiques. Il faut toujours trouver des solutions, encore une fois, au juste nécessaire qui permettent d'y arriver. Mais c'est forcément une difficulté.
Et de fait, si la compréhension des exigences est insuffisante, s'il y a des contraintes économiques, ben on manque de compétences, puisque c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Hein, c'est-à-dire que forcément, on n'est pas capable de montrer la valeur ajoutée de la métrologie, forcément, ben on va réduire les effectifs et donc les compétences dans le domaine. Hein, donc c'est un peu une spirale sans fin, non, parce qu'on arrive quand même à faire des choses, heureusement. Donc ça, c'est aussi une difficulté. Bon, bien sûr, la pression opérationnelle, hein, ça, pression opérationnelle, manque de temps, mais ça, encore une fois, c'est pas spécifique à l'automobile. Toutes les entreprises ont des pressions opérationnelles. Il faut arriver à faire les choses de façon la plus intelligente possible. Hein, et encore une fois, au juste nécessaire. Et donc tout ça fait que c'est une intégration, la difficulté principale, c'est l'intégration difficile dans la culture d'entreprise. C'est-à-dire que, alors, après, chez Stellantis, on avait créé une filière d'expertise, donc on avait quand même arrivé à montrer que c'était dimensionnant. Alors, c'est compliqué, hein, c'est un travail de tous les jours. Hein, il y a certains auditeurs, je crois que j'ai vu, qui connaissent bien ça. Mais donc c'est un travail de tous les jours. Hein, mais si on n'arrive pas vraiment à montrer une vraie valeur ajoutée, ben, en fait, on a du mal à rentrer la métrologie dans la culture d'entreprise et l'intégrer dans le mode de fonctionnement complet de l'entreprise. Ça, c'est une vraie difficulté parce que souvent le management ne connaît pas bien les conséquences que ça peut avoir. Alors, pour le coup, chez Stellantis, je ne veux pas parler comme un vieux, mais j'ai un certain nombre d'années, on avait fait des formations de 2 heures pour le management, en fait. Hein, parce qu'on avait fait des cursus, on avait refait tous les cursus de formation. Bon, c'était dans les années 2000, donc ça date un peu, mais on avait prévu un cursus de 2 heures pour le management. Et donc, pour l'avoir fait, avoir déployé ces cursus-là, donc on avait dans les staffs de direction, on avait fait 2 heures pour avoir le dispo des gens, parce que c'est pas forcément compliqué. Et donc, on faisait ce type d'information, de sensibilisation sur le fait que, quels sont les risques liés à la mesure et pourquoi il faut s'en occuper. Donc ça a relativement bien fonctionné, mais encore une fois, c'est un travail de tous les jours. Il faut avec les turnovers qu'on peut avoir dans nos entreprises, il faudrait faire ça en permanence. Mais je pense que c'était un moyen pour éventuellement sensibiliser le management et faire en sorte que la métrologie soit bien prise en compte à son bon niveau. Donc, avec l'émergence de l'industrie 4.0, quel rôle la métrologie joue-t-elle pour garantir la fiabilité et l'efficacité des processus industriels dans le secteur automobile? Alors, industrie 4.0, bon, pour être honnête, vous savez, dans une usine de production automobile, on n'est pas industrie encore 4.0. Il y a des choses qui existent en termes, bien sûr, de numérisation, d'IoT, un certain nombre de choses. Mais on n'en est pas encore là. Alors, en termes de métrologie, qu'est-ce qui va évoluer? C'est déjà, quand on parle de data, de big data, d'IA, etc., bien sûr, on va traiter des données, et ces données, dans une grande majorité des cas, elles proviennent de mesures. Et il faut donc que les mesures soient fiables. C'est-à-dire que si vous traitez des données qui sont pas fiables au départ, forcément, vos résultats ne le seront pas. Ils seront moins valides, même si on joue sur des gros volumes de données avec des outils qui permettent de faire un certain nombre de choses. Donc, ce qui va être important, ça va être il va falloir que ces données, bien sûr, ça va mettre un peu plus en avant la mesure pour qu'on ait bien des données plus fiables à traiter. Donc, après, je pense qu'il y aura tout ce qui est pilotage en temps réel des processus, animalité, donc d'être capable d'intégrer vraiment de l'intelligence dans les capteurs, dans les moyens de mesure, de pouvoir les mettre en ligne, de manière à vraiment faire de la mesure en temps réel et d'être capable de réagir plus tôt, d'être beaucoup plus efficace dans tout ce qu'on pourra faire, et donc d'avoir quelque part un peu aussi de la métrologie prédictive, c'est de dire d'anticiper un peu les choses avec le rétexte qu'on pourra avoir sur les données, avec les traitements. Donc,
ces deux, trois points-là. Ensuite, il y aura tout ce qui est automatisation, hein, clairement. Tout ce qu'on peut faire en termes d'automatisation de la mesure, de systèmes autonomes qui sont intégrés. Hein, donc, ça, c'est des choses qui vont évoluer. Alors, ça change bien sûr le métier, un métrologue. Ça suppose ce que je disais tout à l'heure, de connaître les techniques hein, qui seront mises en œuvre et de savoir les exploiter derrière. Donc, voilà. Donc, on va être face à des, je pense, bon, c'est déjà le cas, hein, on dirait, hein, d'avoir des données massives quelque part hein, et de mettre en place derrière de l'analyse statistique, de l'optimisation, ce qui permettra d'avoir de l'optimisation de tolérance et de la réduction des temps de procession. Par exemple. Donc, tout ce qui est numérique, ça va permettre d'avoir beaucoup plus de données, d'avoir plus de rétex et d'être au final plus efficace dans le processus de production, mais aussi de conception. Donc en résumé, il serait garant de la fiabilité des données, outil de pilotage intelligent des processus, tout ce qui est prédictivité, traçabilité et contributeur direct à la performance industrielle de tous les processus de données. D'accord, merci. Dites-nous, comment voyez-vous évoluer la métrologie dans les prochaines années? Ça, c'est une bonne question. Je n'ai pas de boule de cristal, mais bon, c'est un peu ce que je viens de dire. Bon, de toute façon, tout ce qui est numérisation, métrologie 4.0, si on fait le pendant avec l'industrie 4.0, donc forcément, tout ce qui est les évolutions vont concerner, bien entendu, tout ce qui est l'IoT, enfin les capteurs connectés, bien sûr, l'intelligence artificielle, alors qui existait déjà avant, hein, mais qui progresse certainement plus vite avec des puissances de calcul supérieures, un certain nombre de choses qui vont permettre d'avancer. Et en parallèle à ça, toute la traçabilité numérique. Alors, traçabilité numérique, vous avez le blockchain, vous avez tous les certificats numériques. Hein, au sens, on gérera de la donnée, on gérera plus forcément du papier. Donc tout ça, ça évolue, mais je pense que ça va évoluer encore plus vite, ainsi que tout ce qui est technologie. Hein, donc, entre autres, les technologies optiques. Aujourd'hui, on utilise pas mal de moyens optiques. Bon, les incertitudes ou l'exactitude de ces moyens, pour certains, ou au moins pour tout ce qui est dans le domaine de la carrosserie automobile, ne sont pas forcément encore au niveau de ce qu'on peut faire avec d'autres moyens. Donc tout ça, ça va progresser, je pense, et ça va permettre, entre autres, d'automatiser plus et d'aller vers tout ce qu'on appelle inline, c'est-à-dire faire vraiment des contrôles dans la chaîne de production. Aujourd'hui, quand on fait des mesures de caisse, on sort les caisses des lignes de production, on les envoie en métrologie, on les mesure, et après, hein, on les réinjecte. Mais entre-temps, on a déjà fabriqué quand même un certain nombre de caisses ou de voitures, s'il y a un problème. Donc, ça coûte, parce que c'est toujours compliqué de sortir des caisses ou des véhicules de la chaîne de production et de les réinjecter après. Et deux, c'est pas très réactif, puisque s'il y a un problème, il y a déjà beaucoup de voitures qui ont été fabriquées. Donc, tous les systèmes de mesure optique, alors que ce soit laser, photogrammétrie, enfin, tomographie, enfin, tout ce qu'on veut, hein, ils vont forcément progresser, et à terme, je pense qu'un des objectifs, ça serait vraiment de n'avoir plus que de la mesure vraiment en ligne, inline, et puis des mesures offline. Alors après, je pense que la métrologie aura son rôle aussi à jouer dans tout ce qui est durabilité, développement durable, etc. Puisque là aussi, alors on fait beaucoup de mesures. Hein. On peut se poser la question de la stabilité des mesures qui sont faites, hein, que ce soit dans les températures, que ce soit dans les émissions de polluants de l'air. Je connais un peu le domaine pour avoir travaillé dans ce domaine-là. Il y a beaucoup, je pense, à faire. Je pense que la métrologie, alors, avec l'essor de tous ces thèmes-là, on va forcément progresser et être beaucoup plus sollicité, devoir progresser pour pouvoir répondre à ces besoins-là, hein, et pour permettre d'avoir vraiment des mesures et de s'associer à ce fameux développement durable dans la société. Alors tout ça, après, ça veut dire qu'en termes de compétences, formation,
on va être plus, je pense, sur des compétences un peu hybrides entre une expertise technique et scientifique et une maîtrise derrière de tout ce qui est outils numériques, data, hein, sans être des spécialistes de la data, mais d'avoir vraiment une culture statistique numérique, hein, derrière pour pouvoir travailler correctement dans le futur. Et dans cette évolution, selon vous, quels seront les défis majeurs que les métrologues du secteur automobile devront relever? Et à l'inverse, quelles opportunités voyez-vous émerger? Donc, alors, les défis majeurs, j'ai un peu parlé d'une technologie plus complexe. Hein, dans le domaine de l'automobile, pas forcément le véhicule électrique, hein, entre nous, c'est pas forcément plus complexe, mais tout ce qui est hybridation, véhicule autonome, entre autres, et plus peut-être la technologie des batteries. Hein, tout ça, donc c'est des choses qui font qu'on embarque sur une voiture beaucoup plus de capteurs, entre autres pour tout ce qui est véhicule autonome de DAS, hein, que ce qu'on pouvait faire avant. Là, il y a vraiment des contraintes. Alors, ça commence, mais bon, on en est plus au niveau 2 sur les 4 niveaux ou 5 qu'on pourrait imaginer. Donc ça va forcément être des défis, hein, de pouvoir répondre à ces technologies plus complexes en termes de mesure. Alors, qualité de la mesure, incertitude plus faible aussi, parce qu'on cherche toujours à faire mieux. Alors, c'est pas forcément une fin en soi non plus, hein, mais dans un certain nombre de domaines, effectivement, on va chercher des choses beaucoup plus fines, ce qui va forcément nécessiter de mettre en œuvre des processus de mesure peut-être différents et plus performants. Bon, dans les défis d'explosion de données, je viens d'en parler, hein, il va falloir être capable de gérer, structurer, fiabiliser les données sans s'y noyer. Et puis l'intégration, donc avec l'automatisation, où j'évoquais, entre autres, que la métrologie soit parfaitement intégrée dans les architectures, type architecture 4.0 de l'industrie des futurs. Donc, ça suppose que ça rejoint les technologies plus complexes qui pourront être mises en œuvre pour répondre à ça. Enfin, pour moi, ce sont les principaux défis. Alors, en opportunité, c'est une occasion pour le métrologue de devenir vraiment un acteur important, hein, de la performance industrielle. À partir du moment où on a ce type de moyens intégrés, hein, ça supposera des compétences bien sûr spécifiques, mais bien sûr des compétences en métrologie pour être capable d'intégrer, de piloter des futurs systèmes de mesure plus complexes et intégrés dans les lignes de production ou en R&D d'ailleurs. Des expertises plus pointues sur les capteurs. Là, je parlais des ADAS. Encore une fois, on a de plus en plus de capteurs sur les véhicules. Il faut imaginer qu'on ait des lidars. Bon, ça coûte encore un peu cher aujourd'hui, mais des systèmes de mesure laser, des systèmes de capteurs vraiment beaucoup plus performants. Ça sera nécessaire si on va aller plus loin dans le véhicule autonome. Et donc, ça aussi, c'est des domaines de compétences. Alors, dans lequel il y a forcément des recherches, hein, de compétences. Hein. Il y a des compétences qui existent sur le marché, mais pas suffisamment. Pour tout ce qui est traitement des données, j'en ai parlé. Donc, data, intelligence artificielle adaptée aux mesures. Hein, donc, ça aussi, ça sera je pense, des opportunités, hein, pour les métrologues. Et une nouvelle spécialité métier, j'ai parlé de la DAS, hein, des batteries, entre autres, si on parle de technique automobile. Moteur électrique, c'est-à-dire que ça soit très... ce moteur électrique, il y aura, je pense, le plus pour rechercher des nouvelles performances, hein, sur les moteurs électriques. Et puis le durable, donc tout ce qui est développement durable. Là aussi, je pense que c'est une opportunité également pour les métrologues, pour lesquels ça intéresse, hein, tout ce qui est lié à l'environnement. Mais c'est quelque chose qui créera une opportunité. Et le dernier point d'opportunité, je pense, c'est tout ce qui est conformité réglementaire. Alors, ça pourrait être un défi et une opportunité. Je pense qu'il y aura de plus en plus de pression sur les conformités réglementaires. On voit déjà un petit peu, hein, sur certains domaines, mais de plus en plus, hein, on va être soumis à ces conformités réglementaires et donc d'être capable de répondre là aussi au juste nécessaire pour répondre à ces réglementations. D'accord. Et donc, pour ceux qui souhaitent progresser dans leur carrière, quels conseils donnerez-vous à ceux qui souhaitent évoluer vers des fonctions, par exemple, d'experts ou de responsables métrologie dans ce secteur-là?
premier point, bon, par rapport à ce que je viens de dire, renforcer ses compétences techniques. Hein, donc, bien sûr, il faut maîtriser les fondamentaux de la métrologie. Hein, donc, que ce soit les incertitudes, la capacité, le RR que j'évoquais, bon, un certain nombre de basiques de la mesure, la gestion des équipements, bien sûr, même si c'est pas ça le domaine le plus important. Donc, maîtriser les fondamentaux et puis développer une expertise dans le domaine clé du secteur. Hein, si vous voulez, par exemple, travailler sur les véhicules autonomes, bah, il faut développer une expertise sur tout ce qui est ADAS, hein, par exemple, les capteurs qui sont utilisés, la technologie des capteurs, hein, pour pouvoir s'intégrer le plus facilement possible. Alors, je prends les ADAS, mais si vous voulez faire de la mesure dimensionnelle, c'est pareil, c'est de connaître le domaine de la mesure dimensionnelle, le tolérancement dimensionnel, par exemple, hein, forcément pour pouvoir, là aussi, le tolérancement dimensionnel, c'est des compétences de la métrologie dimensionnelle dans certains domaines qui peuvent être assez rares, et il peut y avoir des opportunités. Donc, première chose, renforcer ses compétences dans les techniques, alors métrologie, mais de mesure. Bon, bien entendu, bon, je l'ai dit aussi tout à l'heure, c'est un basique, c'est connaître les normes et les référentiels, hein, bien entendu. Par exemple, un responsable métrologie sera garant de la conformité, donc il faut savoir tout ce que l'on met derrière la métrologie en termes de basiques, encore une fois. Donc, ça aussi, il faut bien sûr les connaître. Le troisième point, alors un point important à mon sens, ça serait développer une vision processus. C'est-à-dire que, je vous ai dit tout à l'heure, on met en œuvre des processus de mesure avec les cinquièmes. Donc, il faut arriver à développer une vision processus de la mesure, mais de la mesure intégrée dans un processus de production ou de conception. Donc, il faut vraiment avoir cette vision processus. Hein. C'est plus seulement faire, encore une fois, des étalonnages, mais c'est piloter un système de mesure. Donc, encore une fois, les étalonnages, j'allais dire, on s'en fiche. Il faut en faire de temps en temps, sûrement, mais c'est pas ça qui va créer la valeur ajoutée du métrologue. D'accord. D'ailleurs, dans les usines automobiles, aujourd'hui, on ne fait plus. Alors, on en fait encore un peu de l'étalonnage en interne parce que il y a des métrologies dimensionnelles qui ont les moyens, qui ont les compétences. Donc, puis pour faire des pieds à coulisse ou vérifier de temps en temps un pied à coulisse ou un micromètre, bon, il n'y a pas forcément besoin de les envoyer à l'extérieur. Mais la majorité des équipements sont sous-traités. Hein, l'étalonnage, c'est le métier des prestataires d'étalonnage et d'application. Donc, si on a besoin, on fait appel à leurs compétences. Donc, les compétences qu'on va rechercher, c'est vraiment cette vision processus. Hein, c'est dire qu'est-ce que mon processus de mesure, qu'est-ce qui est important dans mon processus de mesure, sur quoi il faut que je travaille, qu'est-ce qu'il faut que je développe pour garantir mon processus de mesure. Quand vous sachiez faire la différence entre étalonnage et vérification, c'est bien, mais c'est pas ça qui va être un élément déterminant, hein, pour travailler à la métrologie. Alors, sauf si vous voulez aller chez un prestataire d'étalonnage, hein, pourquoi pas, mais si vous voulez aller dans l'industrie automobile ou dans les grosses industries, c'est pas là-dessus qu'il faut travailler. Il faudrait savoir ce que c'est, bien entendu, mais c'est pas là-dessus qu'on va vous demander vraiment une valeur ajoutée. Alors, j'en ai parlé aussi tout à l'heure, tout ce qui est compétences relationnelles, pédagogiques, ça aussi c'est très important. Capacité à vulgariser les sujets complexes. C'est-à-dire un expert, il doit connaître son domaine d'expertise. Par contre, s'il parle comme un expert, les autres en face, ils ne vont pas comprendre. Donc, il faut être capable, enfin, ou certains vont comprendre, mais je veux dire, il faut être capable de vulgariser et d'expliquer les choses. Alors, sur Internet, vous pouvez trouver des vidéos assez marrantes sur le sujet. Hein. Il y a un expert qui parle et dont personne ne comprend. Enfin, mais donc, il faut vraiment vulgariser. D'accord? Et puis, donc, un bon expert, c'est avant tout quelqu'un qui sait, je pense, expliquer les choses simplement et convaincre. Hein, donc ça, mais c'est du relationnel, hein, c'est des compétences, des soft skills, comme on dit, mais c'est important. Alors après, il y a développer son réseau professionnel, hein, construire une crédibilité interne, ça c'est important aussi, hein, donc, parce qu'on n'est jamais qu'expert que dans son périmètre, hein, donc c'est toujours important, on apprend tout le temps. Hein. Moi, je fais pas mal de formations, hein, je découvre, alors je vais pas dire à chaque formation, mais quelquefois je découvre des choses que je connaissais pas forcément, hein, sur des méthodologies, sur des choses qui sont spécifiques à des secteurs d'activité. Donc, il faut toujours rester ouvert. Et donc,
participer à des réseaux professionnels, donc comme le Collège français de métrologie, par exemple, donc il y en a d'autres, mais je vous dis cela parce que je connais plus, peut-être un peu plus que les autres. Et puis être en veille, technique, normative. Donc il faut vraiment construire sa crédibilité quelque part. Et puis si vous voulez devenir responsable de métrologie, alors ça peut se faire dans un second, mais c'est plus tout ce qui est compétences en gestion, en management. Si vous voulez après devenir responsable, bien sûr, vous aurez toujours la partie technique de métrologie, mais derrière, il y aura des activités de management, de gestion d'équipe, de gestion d'audit, des choses comme ça. Ça, tout dépend des domaines dans lesquels vous voulez aller. Donc, si vous avez des compétences techniques, normatives, donc en traitement de données, en pédagogie et en leadership, vous serez un profil indispensable. Alors, on n'est jamais parfait sur tout, mais voilà. Après, il faut travailler sur ces différents sujets. Mais... Merci, c'est bien noté. Alors, quel conseil donnerez-vous aux jeunes qui souhaitent se lancer dans cette voie et comment ils peuvent se préparer pour réussir? Alors, bon, c'est un certain nombre de choses que je vous ai déjà dites. Donc, il y aura bien sûr, développer une solide base scientifique. Encore une fois, quand on fait de la mesure, il y a de la physique derrière. Donc, il y a de la mécanique, de l'électricité, de la thermique, de l'optique, qui sont des domaines techniques de mesure. Donc, il faut connaître. Les statistiques, puisque là, c'est pareil. Donc, quand on fait de la mesure, bien sûr, on va utiliser des statistiques. Alors, de plus en plus, avec la big data, avec les bases de données diverses et variées qu'on peut avoir. Donc, ça, c'est important. Donc, c'est important d'avoir cette physique et la compréhension des phénomènes de mesure. Donc, ça, c'est important, je pense. De se familiariser assez tôt avec toutes les normes métrologiques. Quelque part, des normes sur la mesure, il y en a beaucoup. Donc, il y a les normes génériques, bien sûr, qu'il faut connaître, type 2012, 17025 ou autres. Après, vous avez des normes techniques en fonction du domaine qui vous intéresse, bien entendu. Donc ça vous permet éventuellement aussi de se démarquer lors des entretiens. Si vous postulez sur des postes liés à la mesure, bien sûr, on va vous questionner. Il faut connaître tout ça. Alors, un point important, je pense, c'est aussi de pratiquer la mesure dès que possible. C'est-à-dire que, en fait, c'est un domaine pratique, la métrologie. Et donc, on apprend forcément énormément en manipulant et en faisant des mesures. Donc, bien sûr, ça peut être dans le cadre des études, mais il ne faut pas hésiter à faire des stages en laboratoire, participer bien sûr à tous les travaux pratiques de manipulation, de manière à bien appréhender le sujet de la mesure et comprendre qu'on fait de la mesure, il y a des erreurs, et pas que liées aux moyens de mesure. Parce qu'on n'apprend pas forcément à l'école, mais la pratique, il n'y a rien de tel, en fait, ça vous permet vraiment de connaître. Donc, il faut souvent passer par là avant, c'est-à-dire faire vraiment de la mesure opérationnelle avant d'évoluer sur d'autres postes potentiels. Donc, après, tout ce qui est, les soft skills, j'en ai parlé, donc rigueur, communication. J'avais un prof quand j'étais étudiant à Compiègne, qui disait toujours, de toute façon, qualité, métrologie, c'est rigueur et communication. Il avait toujours, je m'en souviens, comme quoi, il me disait toujours les deux termes qu'il faut retenir, rigueur et communication. Donc c'est important pour pouvoir continuer. Et ça permet aussi de développer vos compétences relationnelles. Encore une fois, je vous ai dit, il y a beaucoup de liens avec tous les services dans l'entreprise. Alors, dans l'automobile, bien sûr. Alors, ça peut aussi, si vous allez dans d'autres entreprises, bien entendu. Donc ça, c'est des choses importantes. Alors, un point qui peut être aussi, on avait fait ça, fut un temps chez Stellantis, pas forcément pour la métrologie, mais c'est de trouver un mentor ou un référent. Ça peut aider beaucoup, d'avoir quelqu'un sur lequel on peut s'appuyer, soit parce qu'on a des questions, soit parce qu'on veut des conseils dans l'évolution du métier de la métrologie. Et un bon mentor, je pense que ça vaut des années de pratique. Donc ça c'est quelque chose. Alors, on avait fait ça chez Stellantis, mais il y a aussi, je n'ai pas parlé comme un vieux, mais c'était pour les nouveaux embauchés. C'est-à-dire que les nouveaux embauchés, ils avaient un mentor qui n'était pas dans la direction d'appartenance, qui était ailleurs, mais qui était un peu leur référent s'ils avaient des questions. Donc, en métrologie, c'est quelque chose qu'on peut faire et qui permet de vraiment de progresser. Et puis, quand on se pose des questions, quelquefois, on n'a pas forcément la réponse. Ça permet de s'appuyer sur quelqu'un, un expert référent ou quelqu'un qui peut aider dans le développement de sa carrière ou de ses compétences techniques dans le domaine de la métrologie.
Donc, alors en résumé, donc il faut aimer, enfin, par rapport à ce sujet, il faut aimer comprendre, analyser, être rigoureux, la pratique, le mentor, et développer ses compétences techniques, data, relationnelles, pour vraiment s'adapter au mieux après au contexte de l'entreprise. D'accord. Alors, petit rappel, nous allons bientôt passer à notre session de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions pour notre invité, n'hésitez pas à les poser dans le chat dès maintenant. François, quelles compétences ou formations recommandez-vous pour se démarquer dans ce domaine? Bon, là, encore une fois, ça rejoint un peu ce que je viens de dire. Bon, les bases, ça reste indispensable. Les bases techniques sont indispensables. En métrologie, bien sûr. La connaissance des normes, j'en ai parlé. Alors, il y a l'IATF, bien sûr. Mais après, vous avez d'autres normes, bien sûr, ou d'autres méthodologies. Donc, le PIPAP, pour tout ce qui est acceptation des pièces. Vous avez la Zamdec. Donc, tout ça, c'est des outils qui existent, que vous pouvez retrouver sur Internet, mais c'est des outils de base qui sont utilisés dans l'automobile, comme le MSA, hein, le RR, hein, même chose, qu'il faut connaître. Hein, c'est mieux déjà d'avoir vraiment une couche technique sur ce type de référentiel ou de processus avant d'engager sa carrière, si je veux le dire. Donc après, dans les compétences, on va retrouver toute cette partie, encore une fois, hein, je me répète un peu, mais tout ce qui est travailler avec les systèmes connectés, donc les jumeaux numériques, l'IoT, les capteurs, alors cybersécurité avec les données de mesure, ça aussi, je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais la cybersécurité, c'est également un sujet important. À partir du moment où on a des capteurs connectés, qu'on fait des mesures un peu partout, il y a des données de mesure qui sont confidentielles, ou qui peuvent impacter les véhicules directement en utilisation, par exemple, et donc il peut y avoir aussi le besoin d'avoir des compétences en cybersécurité. Et on pourrait très bien se spécialiser dans ce domaine-là, tout en continuant à travailler dans le domaine de la mesure. Alors, la compréhension des architectures, en fait, l'industrie automobile, elle est très riche en systèmes, en outils, en un certain nombre de choses. Et donc, c'est intéressant de comprendre. Entre autres, je parlais des schémas de développement tout à l'heure, avec les cycles en V, ou l'ingénierie automobile. Bon, c'est des choses, je pense, qui sont importantes à connaître si vous voulez aller vers l'industrie automobile. Encore une fois, le cycle en V, c'est des choses que vous trouvez sur Internet, hein, qui sont dans des projets automobiles, mais qui existent dans d'autres domaines. Et les architectures, hein, donc, entre autres, analyse de données aussi, hein, ça c'est un point important. Les données, les soft skills, vous avez parlé, rigueur, pédagogie, communication, ça c'est important. En fait, pour se démarquer vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez à combiner tout ce qui est métrologie classique avec tout ce qui est data numérique et vision processus, bon, vous avez déjà des atouts hein, pour travailler dans l'automobile par rapport à d'autres candidats, et aussi comprendre l'environnement automobile avec les différents outils APQP, PIPAP ou autres qui sont utilisés dans l'industrie automobile. Ça, c'est important, c'est un plus, hein, forcément. Merci. On sait que la métrologie est encore peu connue. Oui. Alors, comment encourager les étudiants à voir la métrologie comme un domaine clé pour l'innovation? Moi, je crois que c'est un métier qui a du sens, en fait. Hein, parce que, en fait, alors déjà, la mesure, on l'utilise tous les jours pour un tas de choses. Hein, mais dans l'industrie, c'est pareil. En fait, rien ne peut, si j'exagère à peine, en disant que rien ne peut être fabriqué, contrôlé, certifié sans une mesure fiable. Forcément, derrière, il y a cette notion de confiance. Donc, je pense que c'est un métier assez concret. Hein, on touche quand même les choses, utiles et porteurs de sens. Donc ça, à mon avis, c'est vraiment un point important. Alors, y compris dans le domaine de l'innovation, puisque je vous ai dit tout à l'heure que bon, dans les évolutions, on va avoir de plus en plus de technologies de mesure. On gardera toujours des moyens de mesure classiques, hein, on ne va pas les supprimer du jour au lendemain, mais on aura de plus en plus de moyens de mesure sophistiqués. Entre autres, on va faire des mesures en ligne optiques, alors que ce soit des scanners laser, encore une fois, de la photogrammétrie ou d'autres choses. Donc ça va nécessiter vraiment d'être au cœur de l'innovation dans ces systèmes de mesure.
et associé à ça, donc tout l'univers du numérique, parce que qui dit système de mesure optique dit des quantités de mesures assez importantes à traiter derrière. Hein, il faut être capable de les traiter, hein, parce que ça sert à rien de mesurer si on n'exploite pas les données derrière. J'ai eu un directeur qualité qui disait on faisait beaucoup de mesures avec des stations de mesure, alors que ça sortait des listings de résultats de mesure. Bon, dans les faits, je sais pas, donc il y avait des alertes bien sûr, mais après le listing, je pense que tout le monde ne le regardait pas. Et le directeur qualité disait toujours, si à notre client on lui dit tous les listings de mesures qu'on a fait qui garantissent que votre véhicule est conforme, on lui met tout ça dans le coffre, bon, limite il s'en fiche. Hein. Lui, ce qui l'intéresse, c'est que les caractéristiques principales soient garanties. Donc si on fait de la mesure, après il faut les traiter, hein, bien entendu. Et si les jeunes qui sont attirés par la tech, rigueur scientifique, vous trouveront forcément un terrain de jeu qui sera suffisamment enthousiasmant ou stimulant. Donc ça, c'est important. Après, dans les débouchés, il y a beaucoup de choses. Hein. Alors, la métrologie est présente dans tous les secteurs. Donc quand on parle d'automobile, vous pouvez faire du médical, vous pouvez faire de la pharmacie, vous pouvez faire de la biologie alimentaire, vous pouvez faire des trains, des avions, enfin tout ce que vous voulez. Hein, on traite de mesures et de métrologie. Donc, c'est vraiment très diversifié. Donc, vous pouvez très bien commencer dans un secteur d'activité et poursuivre dans d'autres. Et je pense que, en termes de formation, il n'y a pas forcément beaucoup de formations. Il y en a quelques-unes, il y a des formations comme Rosette a fait, par exemple, mais donc il n'y en a pas forcément énorme. Donc, des profils vraiment déjà avec un certain bagage existant, on n'en trouve pas tant que ça. Donc, ça peut être des opportunités avec des évolutions possibles, je pense, qui sont importantes. Hein, donc, ça, je pense que c'est important. D'accord. Et pour terminer, quelle vision avez-vous de l'avenir du métier du métrologue dans les 10 prochaines années? Bonne question, oui. C'est un peu comme tout à l'heure, la boule de cristal, mais alors, un des points importants, la métrologie intégrée, enfin, pour la production, donc métrologie intégrée à la production, donc ce qu'on appelle le inline métrologie. Ça, c'est vraiment les choses qui, je pense, qui vont se développer, qui doivent se développer. Je pense qu'il y a vraiment des attentes, je pense là-dessus. Parce que ça entraîne bien sûr, alors ça suppose qu'on ait des capteurs qui soient capables de faire, des systèmes d'exploitation des données qui soient capables de faire, de manière à remplacer les contrôles type machine à mesurer par des moyens qui seront dans le flux et qui permettront vraiment de gagner en productivité, hein, donc avec une baisse des coûts, et puis avoir une qualité en temps réel. Ça, je pense que c'est un point fondamental. Et donc ça suppose de l'automatisation et des inspections qui soient robotisées forcément. Alors, il y a des choses qui existent, hein, on ne parle pas à zéro, mais je pense que ça va certainement développer. À partir du moment où on fait beaucoup plus de mesures, beaucoup plus de données, après il y aura bien sûr le traitement. Donc sur le traitement avec l'IA, de manière à anticiper les dérives, peut-être éviter de faire des mesures d'ailleurs, parce qu'on peut avoir plusieurs postes de mesures à différents stades dans la production. On peut très bien imaginer avoir des systèmes prédictifs qui anticipent et puis qui évitent de faire des mesures ou certains postes de mesure compte tenu des résultats qu'on a obtenus. Alors, ça, on traite ça aussi avec ce qu'on appelle le PCM. PCM, c'est le Product Life Cycle Management. En fait, c'est la gestion de données qui permet d'optimiser la conception. Donc, c'est vraiment un partage de toutes les données de mesure. Alors, il n'y a pas que les données de mesure, mais il y a les données de mesure qui permettent bien sûr de suivre la production, mais qui permettent d'avoir un rétex aussi par rapport à l'ensemble des données sur la conception et sur les tolérances, hein, par exemple. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses qui existent en partie, hein, mais qui vont certainement, avec le traitement de toutes ces données numériques supplémentaires, qui vont aller encore plus loin et aller de l'avant. Alors, tout ce qui est jumeaux numériques, simulation numérique, je vous en ai parlé un peu aussi. On fait déjà de la simulation numérique, bien sûr. L'idée, alors les essais physiques, vous savez, ça coûte forcément plus cher qu'un essai, qu'une simulation numérique.
Donc ça, la simulation numérique, je pense qu'elle va continuer à se développer au maximum. Et donc, qui dit simulation numérique, dit aussi mesure pour valider les modèles numériques, bien entendu. Donc ça, c'est des choses qui vont continuer à évoluer dans les années qui viennent et qui vont forcément aider l'industrie à faire. Et puis, tout ce qui est, je vous ai dit, le développement durable, je pense que ça, c'est pareil, ça va être aussi une voie de développement importante, parce qu'on mesure de plus, enfin, j'allais dire on mesure mal, peut-être pas, enfin, on mesure en tout cas. Je suis pas sûr qu'on mesure toujours les choses. Bon, est-ce qu'on connaît les instituts, est-ce qu'on sait pertinemment tous les phénomènes? Je pense pas. Je pense qu'il y a des choses à faire. Et donc ça va continuer. Et donc, en conséquence, les compétences des profils recherchés en métrologie vont forcément évoluer dans ce même sens, avec des gens, je dis, qui soient capables, alors qui connaissent bien la mesure, la métrologie, mais qui connaissent aussi des technologies, sans être des experts, mais de traitement de données, de statistiques, tout ça font que c'est des choses des profils sur lesquels il faut se préparer, je pense. Alors, c'est déjà le cas aujourd'hui, mais je pense que ça va forcément aller beaucoup plus loin avec tout ce qui est data analyst et autres, parce qu'on traite des volumes de données qui sont de plus en plus importants et donc il faut être le plus efficace sans se noyer dans ce type de démarche. Merci beaucoup François pour en tout cas vos réponses riches et inspirantes. Nous allons maintenant passer à la session questions-réponses avec le public. Donc je vais sélectionner quelques questions dans le chat. J'ai Akram Didier qui demande comment gérer les non-conformités détectées lors des mesures dans le secteur automobile. Je veux dire, c'est un peu comme c'est un peu le standard quelque part. C'est-à-dire, s'il y a des gens, alors ça permet de rebondir sur la surveillance. Donc, parce que faire d'éclairage et d'application, c'est pas ça qui vous garantit. Alors, ça peut vous garantir que vous avez fait avant. Par contre, ça vous garantira absolument pas ce que vous allez faire après. Donc, en fait, l'idée, c'est bien sûr d'éviter les non-conformités. Et pour les éviter au mieux, c'est de surveiller, j'allais dire en temps réel, le plus facilement possible les processus, toutes les mesures que l'on peut faire, et d'avoir des systèmes de surveillance en fait. Comme on a des systèmes de surveillance de la production des produits, on peut avoir des systèmes de surveillance de la mesure. Alors ça peut être par la redondance de moyens, ça peut être par des moyens, d'autres moyens, qu'on vient vérifier sur chaîne. Alors, par exemple, sur tout ce qui est vissage dans une usine de production, les visseuses, elles sont vérifiées plusieurs fois par jour parce que si on fait 1000 voitures par jour, clair que c'est une non-conformité, il y a un certain nombre de voitures qui sont déjà sur parc si on la détecte. Donc, s'il y a une non-conformité qui est détectée, c'est classique, c'est l'étude d'impact. La non-conformité, est-ce qu'elle impacte ou pas fonctionnellement ou en termes de conformité le véhicule? Oui, après, est-ce qu'il faut rattraper la voiture sur parc? Est-ce qu'il faut la rattraper après? Est-ce qu'il faut intervenir à un moment ou à un autre pour corriger le défaut? C'est un peu classique. D'où l'intérêt d'avoir des systèmes de mesure qui soient le plus réactifs possible et une surveillance qui évite. Alors, encore une fois, le risque zéro n'existe pas. Il y a toujours des choses qui peuvent passer à travers le maille du filet. Mais voilà, donc conformité, étude d'impact, analyse, et puis faire en sorte que ça ne se reproduise pas, bien sûr. D'accord. Alors, il y a une question de Mostafa. Selon vous, quels sont les conseils pour décrocher une question de Kélian Copard. Est-ce que la métrologie peut avoir un lien avec l'intelligence artificielle? À ce que je sache, on retrouve la métrologie dans les domaines tels que la mécanique, l'instrumentation et les autres domaines techniques. Oui, il y a un lien par rapport à ce que je vous ai dit. De toute façon, alors on sera peut-être plus sur du traitement de données, du big data, etc. Mais derrière, il y a de l'intelligence artificielle pour traiter les données. Et bien sûr, donc
Alors, ça peut être pour traiter les données, ça peut être aussi pour orienter les mesures, éventuellement. C'est des capteurs intelligents, on peut très bien imaginer qu'ils soient capables d'intégrer un certain nombre de choses ou de réflexes qui vont plus s'orienter sur certaines choses que d'autres, et d'avoir vraiment une analyse statistique via IA, via un certain nombre de moteurs ou autres qui permettent de le faire, mais qui permettent bien sûr d'optimiser les processus de mesure ou de ne mesurer que là où c'est nécessaire. Donc il y a forcément effectivement un lien entre les deux, sachant qu'encore une fois, là, souvent c'est la mesure de la métrologie qui alimente les bases de données. Alors que ce soit de la mesure industrielle comme on le fait dans l'automobile, mais aussi pour d'autres mesures dans d'autres domaines techniques ou pas. C'est aussi en météorologie, pas métrologie. Donc on collecte aussi beaucoup de données de mesure et derrière, il y a l'intelligence qui permet de créer des modèles. Alors bon, c'est encore perfectible, mais je pense que les choses pourraient. Donc il y a forcément un lien entre les deux. Alors encore une fois, d'où l'importance de la fiabilité de la mesure au départ, parce que si on fournit aux météorologues des données un peu pourries, si je veux dire, donc ils vont forcément derrière eux avoir des modèles qui seront à la hauteur des informations qu'on leur a données. Donc le lien entre les deux est important, moi, je pense. Ok, donc je reviens à la question de Mustapha. Je suis ingénieur en métrologie, fraîchement diplômé. Selon vous, quels sont les conseils pour décrocher mon premier poste en mesure physique, sachant que j'ai effectué plusieurs stages dans le domaine de la qualité et de la métrologie 3D? Je pense que vous avez déjà répondu à cette question. Oui, un peu. Oui. Alors tout dépend, quand on dit métrologie, on peut faire beaucoup de choses, c'est ce que je vous ai dit. Donc si vous faites déjà de la métrologie 3D, je pense qu'il faut... Et si vous voulez travailler dans ce domaine-là, il faut mettre en avant ces compétences en métrologie 3D. Alors, soit par rapport à ce que vous avez déjà fait, en complétant avec, je vous parlais du tolérancement, parce que souvent le tolérancement en mesure 3D, donc c'est un point important, alors complexe aussi, j'allais dire, c'est presque un métier. Donc, compléter vos formations avec ce type d'analyse. Et puis, en 3D aussi, essayer de s'orienter sur les nouvelles technologies. Alors, je ne sais pas quel type de mesure 3D vous avez fait, c'est du 3D classique. Il a fait MMT et bras de mesure. D'accord. Donc après, l'idée, c'est d'essayer d'ouvrir le panel avec des systèmes de photogrammétrie. Alors, bras de mesure, il pourrait peut-être avoir des lampes laser, mais sur des systèmes optiques qui génèrent, alors qui demandent un peu plus de technicité, de traitement, on va dire, des données, de manière à vraiment ajouter ça à vos compétences, et ça sera forcément un plus derrière pour vous pour trouver des postes. D'accord. Alors, il y a la question de Monsieur Ouichi Mohamed. Quelles sont les exigences IATF pour mettre en place un laboratoire d'étalonnage interne dans l'industrie automobile? En fait, ça parle pas de laboratoire d'étalonnage, ça parle de laboratoire de mesure interne. Alors, ça pourrait être l'étalonnage. Mais en fait, ça reprend les basiques de la 17025 quelque part. C'est-à-dire que bon, il faut qu'il y ait une organisation. Alors c'est un manuel de qualité, on appelle ça un manuel de qualité, maintenant on appelle plus ça un manuel de qualité, mais vous devez avoir une organisation, vous devez avoir des procédures, vous devez avoir des compétences avec des processus de formation, d'habilitation de vos personnes. Vous devez avoir des moyens qui soient suivis, alors surveillés ou suivis en termes de vérification d'étalonnage. Voilà, et tout ça, ça va être documenté, enregistré, tracé, d'une façon classique, on va dire. Mais en fait, si vous prenez les principaux chapitres de la CSO25, vous allez retrouver classiquement dans l'IATF la même chose. Il n'y a rien inventé dans l'IATF, en fait. Alors, que ce soit la bonne mesure ou la bonne étalonnage. L'IATF parle de laboratoire interne ou de laboratoire externe. Sous-entendu que ça peut être les deux. Le laboratoire interne, ça peut être un laboratoire d'étalonnage interne, mais laboratoire de mesure, bien sûr. Et en externe, même chose. Ça peut être vous pouvez très bien sous-traiter de la mesure en externe, comme vous pouvez sous-traiter de l'étalonnage. Donc c'est pareil. Alors, il est fait état de la 17025 dans l'IATF, qui dit que la 17025 répond aux exigences, bien sûr. Mais voilà, mais après, c'est à l'entreprise de définir un peu ses règles. Mais ce que je disais, c'est un peu les basiques de la métrologie.
D'accord. Et donc, il y a une question d'Ami Jean-Boris Conan. Comment mettre en place un dispositif afin d'évaluer les impacts lors des mesures erronées où un instrument est jugé non conforme dans le secteur automobile? Donc, c'est comment évaluer les impacts, c'est ça? Afin d'évaluer les impacts lors des mesures erronées où un instrument est jugé non conforme dans le... Une étude d'impact, moi je dis en formation, c'est la patate chaude. Hein. Que tout le monde se refile le bébé, une étude d'impact, c'est toujours compliqué. C'est pour ça que je dis il vaut beaucoup mieux faire surveiller, être alerté le plus tôt possible d'un problème plutôt que d'attendre l'état de l'application pour s'apercevoir que l'équipement était non conforme. Parce que derrière, ça suppose de retrouver toute la traçabilité de tout ce que vous avez fait avec l'équipement de mesure, si c'est un équipement non conforme, et d'évaluer pour toutes les mesures que vous avez faites, est-ce que ça a un impact ou pas sur ce que j'ai fait, sur les décisions que j'ai prises. Et si ça a un impact sur les décisions que vous avez prises et que les produits sont déjà partis en clientèle, j'ai eu le cas, c'est quelqu'un qui était dans l'industrie du béton, ça n'a rien à voir avec l'automobile, mais qui disait, on a une fois posé cette même question, une fois que le béton est coulé, où les piliers de pont sont faits, d'impact, ça devient compliqué. Hein. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut écrouler le pont pour le refaire ou est-ce que finalement la non-conformité elle était vraiment significative ou pas? Est-ce que je peux prendre le risque de rien faire d'alerter mon client? Tout dépend du risque qu'il y a derrière en fait. Hein. Et ça, c'est toujours compliqué. Donc, surveiller vos processus de mesure, c'est beaucoup plus en termes de coût, de toute façon, ça ne coûtera pas plus cher, vous gagnerez de l'argent, et en termes de qualité, c'est forcément un gage de qualité. Parce que vous serez alerté au plus tôt s'il y a une dérive sur votre équipement de mesure. Si on fait des vérifications tous les 3 ans ou tous les 4 ans, s'il y avait un non conforme, 3 ans de mesure à vérifier pour voir s'il faut intervenir ou pas. D'accord, il y a une question de Akram Didier. Durant l'interview, vous avez mentionné le terme géométrie. Merci de bien vouloir expliquer plus la relation géométrie et automobile. Ah oui, ce qu'on appelle la géométrie, c'est les mesures dimensionnelles en fait. Ça peut être en mécanique ou en carrosserie. Vous avez une caisse de véhicule, alors une caisse ferrée, vous avez juste les caisses en blanc, enfin ce qu'on appelle les caisses en blanc. C'est une caisse ferrée avec les ouvrants ou pas d'ailleurs. Et on vient mesurer la géométrie de cette caisse. On vient mesurer dimensionnellement. Alors, soit une machine à mesurer, comme on a dit tout à l'heure, ou avec des systèmes optiques. On va s'assurer que la caisse est bien conforme d'un point de vue géométrique. En termes de longueur, largeur, hauteur, puis tous les éléments fonctionnels. Parfois, ce qui importe, c'est l'aspect fonctionnel. S'assurer que tout ça, c'est bon. En mécanique, c'est la même chose. On fabrique des bielles, mais on va mesurer la géométrie des bielles pour être sûr qu'elles soient bien conformes aux spécifications et que fonctionnellement, on saura les monter et qu'il n'y aura pas de problème. Donc, ce qu'on appelle géométrie, c'est le dimensionnel des pièces. Alors, en 3D, souvent, bien sûr, dans les 3 dimensions. Et on utilise pour ça soit des machines à mesurer tridimensionnelles, comme on l'a fait tout à l'heure, ou des systèmes optiques, nappe laser, photogrammétrie, et autres. D'accord. Ok. Merci infiniment. Après, il y avait beaucoup de questions, mais M. Laurent Selski, il nous a aidé à répondre aux questions. Direct, oui. Donc, un grand merci à lui d'avoir pu répondre aux questions. Et donc, nous arrivons au terme de notre interview. Merci infiniment, François, pour avoir déjà pris le temps d'être connecté aujourd'hui, aussi de répondre à nos questions. C'est vraiment un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci également à tous ceux et celles qui ont pu participer à cette session. Nous espérons qu'elle vous a été utile et qu'elle vous a donné envie d'apprendre davantage sur la métrologie. Il faut savoir que le replay sera disponible sur notre chaîne YouTube. Il y a également déjà eu des interviews donc avec M. Laurent Selski, avec M. Jean-Michel Pou, Jean-François Péréné et M. Fulbert Bégon. Vous pouvez les retrouver directement sur notre chaîne YouTube.
Pour recevoir votre attestation de participation, merci d'écrire votre nom et prénom dans le chat dès maintenant. Et donc, restez connectés pour d'autres interviews qui arrivent bientôt. Merci François et merci à tout le monde. Et pour ceux qui souhaitent recevoir des attestations de participation, merci d'écrire vos noms et prénoms dans le chat. Et merci à tous d'avoir participé. Merci pour cette organisation. Merci François, merci à tous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un mail ou sur LinkedIn, un message. Oui, effectivement. Si vous avez d'autres questions pour notre invité, n'hésitez pas à envoyer directement sur LinkedIn ou envoyer sur l'adresse mail de Métrologie pour tous. Et on va faire le lien avec notre invité. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir.